par rapport à la Convention à différents niveaux. Et nous avons utilisé tous les leviers possibles et imaginables pour soulever le problème et mobiliser l'attention du public. Donc, c'est ce que nous avons fait à Fidji et spécifiquement à partir du congrès syndical de Fidji, FTUC. J'adore cette idée. J'espère que nous allons tous et toutes pouvoir partager, échanger des bonnes pratiques concernant la ratification et la mise en œuvre de cette convention. C'est vraiment une bonne idée de faire intervenir des personnes qui sont en dehors du mouvement des travailleurs et qui veulent défendre les droits des femmes. Sylvana, tu as été à la pointe de la lutte au sein de l'Union européenne et tu as réalisé des actions fantastiques. Comment la Convention peut-elle contribuer au renforcement de l'élimination de la violence et du harcèlement fondé sur le genre en Italie? Donc, on va revenir donc au processus de ratification. Comment ce processus va-t-il impacter les travailleurs en Italie? Quel impact va-t-il avoir? Alors, pour nous, ça a été un processus très important. C'est un sujet qui fait l'objet de tellement de débats, qui est tellement présent parmi les travailleurs, parmi les citoyens italiens. C'était extrêmement important, surtout en temps de pandémie. Donc, nous sommes très fiers de cette ratification. Je dois dire que le texte de la Convention a été reproduit avec exactitude dans la loi. Donc, tout a été accepté. Euh, Ce ne sont pas des choses nouvelles. Parce que les outils sont différents. Ce n'est pas exactement pareil parce que les outils sont différents, mais le contenu était déjà présent dans notre système législatif. Donc, la protection et la sécurité sur le lieu de travail, ce qui inclut aussi la protection contre le harcèlement. Et d'autre part, via les systèmes anti-discrimination qui étaient déjà étroitement liés à la mise en œuvre des normes de l'Union européenne. Mais de toute façon, nous pensons qu'il est très important d'obtenir la ratification parce que cela peut vraiment renforcer la mise en œuvre de ces normes, de ces règles dans le système dans son ensemble. Ça peut renforcer le système et nous voulons que les inspections du travail agissent et jouent un rôle renforcé dans la prévention, dans le rôle de prévention de l'ensemble du système. Alors, nous voulons que les évaluations de risques sur le lieu de travail comprennent également euh, tout ce qui est lié au harcèlement au niveau psychologique. Alors, ça veut dire qu'il faut un système qui fonctionne comme un tout. Je voudrais souligner qu'il y a des aspects qui sont particulièrement importants. Par exemple, l'obligation des employeurs de prendre les mesures nécessaires afin de contrer la violence. Aussi, en faisant de la prévention et à travers un dialogue avec les institutions d'un côté, mais avec les syndicats aussi de l'autre côté. Donc, voilà, ça c'est un des aspects. Ensuite, nous avons une définition large qui est un des aspects très intéressants de la Convention et ça veut dire renforcer les liens entre les aspects de la violence domestique et la violence sur le lieu de travail et agir afin de protéger les femmes de violences fondées sur le genre. Parce que nous savons que nous parlons de violence, mais lorsque nous parlons de violence, nous faisons référence essentiellement à la violence à l'encontre des femmes. Donc voilà,
C'est une première réponse. Merci beaucoup, Sylvana. Tu as vraiment mis en lumière des éléments importants, comme par exemple le lien avec la violence domestique. Nous avons vraiment aussi bataillé pour qu'on fasse le lien avec cette violence qui est présente, omniprésente dans la vie des femmes. Et les obligations des employeurs de faire de la prévention, de ne pas simplement attendre qu'il soit trop tard, que la violence soit déjà exercée. Donc, nous reviendrons à l'état de la situation lors de la prochaine série de prises de parole. Donc maintenant, nous allons aller vers le Zimbabwe et nous n'aurions pas pu faire démarrer ce processus, je tiens à le dire, si nous n'avions pas eu la présence des pays africains à l'Organisation internationale du travail. Ça a été fondamental et je n'ai jamais vu une telle organisation en action pour être sûr qu'il n'y ait pas de recul de la part des gouvernements africains. Donc, alors, quelle est l'importance de la violence et du harcèlement fondé sur le genre sur les lieux de travail au Zimbabwe? Fiona. Merci. Est-ce Puis-je que je peux partager mon partager écran ou mon préférez-vous que écran? je parle juste comme ça? C'est à toi de choisir, comme tu préfères. Je vais essayer. And while Fiona's trying to share her screen, I'm just going to give a shout out. I see Albania joining us. Donc, je vois que l'Albanie. Donc, l'Albanie nous a rejoints entre-temps. Fiona, tu as la parole. Voyez-vous mon écran maintenant? La violence sexuelle est fondée sur le genre et tout à fait présente sur les lieux de travail. En fait, les femmes, une femme sur trois. Ah, il y a un petit souci. Je crois qu'il y a un petit problème. L'écran s'est gelé du côté de Fiona. Donc, ce n'est pas grave. On va attendre que Fiona revienne vers nous. Donc, c'est toujours un petit peu les défis de Zoom. Donc, nous allons encore attendre une seconde, voir si Fiona est tout à fait bloquée ou pas. Je crois qu'il y a un problème avec sa connexion Internet. Bien. Donc, nous allons passer à l'intervenant suivant. Nous reviendrons ensuite sur Fiona pour entendre sa présentation. Donc, nous allons passer maintenant à... Pardon, est-ce que vous êtes de retour, Fiona? Je crois que nous l'avons perdue. Donc, nous allons maintenant passer à Milagro et donc l'Uruguay. Donc, nous allons voir quels sont les exemples de l'Uruguay et nous sommes également très, très intéressés parce que nous avons suivi le processus de ratification. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé par rapport à cette ratification et qu'est-ce qui se passe donc en Uruguay par rapport à ça? Bueno, en principio, buenos días a todas y a todos. Un placer estar en este evento. Para mí es una distinción. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici. Donc, pour moi, c'est un... Donc, je suis fière que l'Uruguay ait été le premier pays du monde à ratifier la C190 et je félicite nos collègues, nos camarades qui ont pu aussi faire ratifier la convention dans leur pays et ainsi encourager nos camarades dans les autres pays à lutter pour cet objectif. Donc, cette ratification de la convention 190 a été un jalon très important parce que depuis 2017, nous avions déjà une loi contre la violence fondée sur le genre. Alors, et ça a mené à la modification du Code civil de notre pays. La convention de la Convention 190 a été donc réalisée par les travailleurs, donc la partie des travailleurs et le ministère du Travail au sein de l'OIT. Et
Donc, cette convention a été ratifiée et aussi une loi. Donc, il doit être ratifié par une loi nationale, aussi bien la Convention 190 que la recommandation 206. Pour nous, ça a été très important et à partir de là, nous nous sommes battus pour que dans toutes les négociations collectives, dans toutes les conventions collectives, la ratification fasse partie des clauses de négociation collective et donc que l'on tienne compte de ce que cette recommandation et cette convention impliquent dans toutes les négociations collectives. Mais à partir de cette ratification, au moment de cette ratification, juste après, il y a un changement de gouvernement. Le gouvernement est devenu néolibéral. Avant, il était progressiste. Et évidemment, la mise en œuvre de la Convention 190 et de sa recommandation est passée à un autre plan qui a rendu le mouvement syndical, qui a mis cette responsabilité entre les mains du mouvement syndical. Pour le moment, notre ministère du Travail gèle les négociations collectives. Alors, cela faisait 5 ans que nous travaillons pour inclure cette composante dans les différentes conventions collectives dans les différents secteurs, avec le thème de la violence, la question de la violence et de la corresponsabilité familiale. Parce que pour nous, la violence, ce n'est pas seulement dans le monde du travail, mais cela inclut également la violence domestique et les répercussions de cette violence domestique dans le monde du travail. C'est fondamental pour nous de disposer d'un espace dépourvu de violence dans le monde du travail. Et aussi au niveau domestique dans les foyers, parce que cette absence de violence dans les foyers a un impact sur le monde du travail. Et donc, nous nous sommes battus pour que dans chaque secteur, dans chaque catégorie des conventions collectives, dans toutes les négociations avec les employeurs, et on continue à le faire avec le ministère actuel pour qu'on convoque des commissions tripartites ou bipartites pour assurer que les négociations collectives appliquent les recommandations, la Convention 190 et la recommandation 206. Pour l'instant, 85% des conventions collectives signées en Uruguay en 2019, ça a été la dernière série de négociations collectives. Donc, 85% de ces conventions contiennent des clauses contre la violence fondée sur le genre et pour des environnements dépourvus de violence, des environnements dans le monde du travail dépourvus de violence. Et tous les secteurs sont concernés. Donc, il y a des commissions qui ont été formées qui veillent au respect de ces clauses. On s'est rendu compte qu'à la suite d'un harcèlement ou d'une violence dans le monde du travail, il y avait... Donc, c'était la travailleuse victime elle-même qui était mutée, qui était transférée, qui finissait par être victime de cette situation. Alors, avec les syndicats responsables, nous parvenons à neutraliser ce type de processus et nous faisons en sorte que la personne, la victime de violence et de harcèlement ne soit pas victimisée une deuxième fois. Nous faisons en sorte qu'il y ait des enquêtes sur les agresseurs, les harceleurs, harceleuses. Alors, il s'agit non seulement de la loi approuvée en 2017, mais qu'elle est renforcée par la Convention C190. Aujourd'hui, notre gouvernement n'a pas la volonté politique et n'a pas non plus l'intention dans les conventions collectives de prendre des mesures contre la violence fondée sur les genres. Alors, si vous entendez notre président dire qu'il est à l'avant-garde de ces espaces de prévention de la violence contre les femmes et du harcèlement des femmes. Rien que cette semaine, nous avons eu la violation de 7 conventions collectives. Nous sommes dans des périodes, dans des processus de pré-conflit. Nous essayons d'aller de l'avant malgré la pandémie. Et c'est la responsabilité du mouvement syndical d'assurer le respect de la Convention C190 et son ratification. Donc, nous sommes une seule fédération, confédération de travailleurs, où tous les travailleurs affiliés au syndicat sont affiliés.
Et donc, la responsabilité de notre fédération syndicale, de confédération syndicale, c'est vraiment de surveiller le respect des conditions de travail, le respect de ces clauses qui affectent les conditions de travail de tous nos camarades. Donc, nous sommes dans plusieurs dossiers disciplinaires de harcèlement de dirigeantes syndicales, pardon, harcèlement réalisé par des dirigeants syndicaux à l'encontre de femmes, à l'encontre de camarades féminines. Et nous avons décidé à l'unanimité dans notre confédération qu'il n'y a pas de place pour les personnes violentes au sein des mouvements syndicaux. Et nous avons dû éjecter divers camarades affiliés et même un dirigeant national qui s'était rendu coupable de violence et de harcèlement. Pour nous, la convention C190 et la recommandation 206 sont fondamentaux, mais pour assurer qu'ils soient d'application, nous avons besoin du côté du mouvement syndical d'exercer une vigilance sans trêve pour vraiment assurer que cela ne reste pas lettre morte. Donc, nous avons une responsabilité énorme. Nos camarades participent énormément aux commissions bipartites et tripartites. Elles se trouvent dans les différentes branches professionnelles pour surveiller justement et assurer que les environnements de travail soient sans violence et sans harcèlement. Et nous faisons de gros efforts pour que ça aille plus loin, que ça devienne notre responsabilité aussi, la violence domestique. Nous ne pouvons pas séparer l'environnement de violence familiale, la violence familiale de la violence au travail. Je ne sais pas si je peux continuer ou je donne la parole, on donne la parole à une autre camarade. ¿Ya cerraste? ¿Ya? Cierro Okay. dos Tu as palabras. terminé? Okay, dos palabras para cerrar. Okay. Deux mots pour clôturer, pour conclure. Fue un gran honor para mí. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous et nous restons à la disposition, à votre disposition. Si nous pouvons vous aider en vous donnant accès à toute la réglementation qui existe en Uruguay et continuons à nous battre pour des espaces sans violence à l'encontre des femmes. Merci Milagro. Oui, merci beaucoup. Je vois que vous avez souligné des points importants. Donc, l'Uruguay a un modèle que beaucoup d'entre nous aimerions avoir. Vous avez souligné en fait qu'il y a toujours une grande différence entre ce qui se passe au niveau de la législation et puis au niveau vraiment de la réalité. Ceci demande bien entendu un suivi, ça demande d'être organisé. Ensuite, nous avons les conventions collectives. En tant que mouvement, nous pouvons essayer de nous attaquer à ce problème au travers également des conventions collectives. Vous avez donc vous avez cherché à introduire les dispositions de la Convention dans les conventions collectives. Et donc, c'est une très grande bataille en Uruguay que vous lancez. Et puis, il y a ces comités tripartites également qui peuvent également travailler. Ce sont des très bons modèles qui sont nés en Uruguay. Alors, Fiona, je suis très contente de vous voir également. Est-ce que vous êtes prête à faire votre présentation? Oui, tout à fait. Merci. Merci. Je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. J'utilise maintenant donc mon téléphone. La violence et l'harcèlement affectent toutes les personnes, les hommes et les femmes. Et il y a une plus grande prévalence sur le lieu de travail. Et une femme sur trois souffre en fait de violence à un certain moment de sa vie. Et on observe une plus grande prévalence au niveau des femmes. Ce sont donc les femmes et les jeunes aussi, ou les personnes handicapées aussi, qui sont plus vulnérables sur le lieu de travail. Alors, lorsque nous examinons la question de la violence et du harcèlement, si nous voyons quels sont les éléments qui conduisent à la violence et au harcèlement, eh bien, nous constatons que les problèmes de pouvoir, c'est vraiment un grand problème. Donc,
les personnes qui ont plus de pouvoir, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique ou autrement, sont des personnes qui vont parfois tirer avantage de ce pouvoir et vont donc abuser d'autres personnes et les traumatiser. Et sur le lieu de travail, il y a des employeurs, des directeurs qui ou des employés également qui ont un meilleur statut économique et qui vont utiliser leur autorité pour faire quelque chose contre les personnes qui sont subalternes, contre les travailleurs. Et donc, ce que nous observons, c'est que certains travailleurs vivent ce type de violence et parfois, certaines personnes sont en situation de pauvreté, sont des personnes qui ont du mal à faire face à des problèmes d'intimidation. Ce sont des personnes qui ont vraiment des craintes face aux auteurs. Donc, il faut que on se rende compte que ces personnes sont soumises à de fortes pressions. Et puis, il y a également des problèmes au niveau des rapports. Alors, parlons maintenant de la COVID-19 et de ses impacts sur les femmes, en particulier dans le cas de la violence et du harcèlement. Les femmes sont en première ligne de l'intervention pour lutter contre la COVID-19. Plus de 70% sont des femmes à intervenir en première ligne. Et ce sont souvent des femmes aussi qui occupent des emplois précaires, qui ne sont pas bien rémunérés et en situation de confinement. Il a fallu s'occuper également des proches qui étaient malades dans les familles, ce qui veut dire que les femmes se sont retrouvées dans une situation de risque beaucoup plus important et un risque d'infection également beaucoup plus important. Et donc, la COVID-19, à elle toute seule, a vraiment exacerbé, a renforcé le stigmatisme, la violence et le harcèlement à l'égard des femmes. Et même certaines femmes se sont retrouvées confinées face aux personnes qui abusaient d'elles. Et il y a ce problème de stigmatisation, donc de la stigmatisation sociale, des personnes qui sont parfois rejetées par leur propre famille. Et donc, voilà, donc la COVID-19 a eu ce type d'impact également sur les femmes. Et puis, si nous voyons quelle est l'importance de cette convention, la convention 190 protège tout le monde, protège tous les travailleurs, que l'on soit en milieu public, en milieu privé, en zone rurale, en zone urbaine, on est protégé. Et ceci nous donne un droit fondamental. Ceci nous permet de mieux profiter de notre lieu de travail sans qu'il y ait des problèmes de violence, sans qu'il y ait des problèmes de harcèlement. Et donc, la Convention couvre les problèmes de violence et de harcèlement et nous avons également une protection lorsqu'il y a des impacts indirects au travers de la violence domestique. La violence domestique au niveau des familles qui peut avoir également un impact sur le lieu de travail. Il y a également des personnes qui peuvent, par exemple, vous suivre en tant que femme et vous violer en dehors du lieu de travail. Et donc, nous avons besoin d'une protection particulière pour les groupes vulnérables qui sont affectés de manière disproportionnée par ces problèmes de violence. Et les femmes tombent dans cette catégorie. C'est vraiment un groupe très vulnérable, que ce soit à cause de la culture, à cause de la société, à cause du système hiérarchique. Donc, les femmes, nous tombons dans ce type de groupe, de groupe vulnérable et donc nous avons besoin de protection. Et cette convention, ainsi, nous donne une opportunité de renforcer notre législation sur le plan de la protection de nos citoyens et de nos citoyennes. Ceci permet de protéger les groupes vulnérables et cela nous donne également l'opportunité de formuler des politiques sur le lieu de travail qui assureront que nous n'avons pas de violence et pas de harcèlement sur le lieu de travail. Donc, c'est vraiment une convention très puissante, très importante pour nous et nous devons vraiment mener à bien des actions de lobbying pour que cela se mette en œuvre. C'est vraiment
la première de ce genre dans le cadre de la conférence internationale du travail. C'est la première fois que nous traitons de la question de la violence et du harcèlement, qui est un problème et qui a affecté l'ensemble du monde, avec lequel l'ensemble du monde et toutes les communautés ont été aux prises depuis longtemps. Alors, je voudrais terminer en disant que, en tant que travailleurs, normalement, nous devons faire partie de la solution. Normalement, nous devons également essayer de contribuer à la création de lieux de travail qui soient libres de violence et de harcèlement. Nous devons lutter contre la culture du silence. Nous devons également éduquer, former, autonomiser les femmes pour qu'elles puissent également présenter des rapports sur des situations de violence pour que nous puissions véritablement jouir d'un lieu de travail sans violence et sans harcèlement. Merci. Merci beaucoup, Fiona. Vous avez vraiment mentionné beaucoup de points. Et bien entendu, nous avons le problème de la pandémie, de la stigmatisation et le problème de la violence aussi. Les femmes se sont trouvées parfois en situation d'isolement chez elles et parfois ceci a renforcé plus encore la violence. Et donc, comme vous l'avez mentionné, cette convention essaye d'être aussi inclusive que possible pour que tous les travailleurs soient protégés. Et donc voilà, c'était là l'intention, s'assurer que ce soit quelque chose d'aussi inclusif que possible. Et donc, il faut pouvoir tenir compte du fait que les travailleurs sont effectivement toujours des acteurs de la solution. Alors, je pense que le Centre des femmes pour le leadership est également un intervenant très important. Et donc, nous avons Krishanti Damarsh qui a essayé au travers de son mouvement d'assurer les liens avec toutes les organisations de femmes qui, justement, ont travaillé sur le problème de violence au niveau familial, au niveau des communautés. Donc, nous avons vraiment eu un fantastique partenariat avec vous. Et donc, je vais vous donner la parole, Krishanti, maintenant. Et peut-être que vous pourriez nous expliquer pourquoi les féministes et les organisations de femmes devraient-elles soutenir le processus de mise en œuvre de cette convention. Thank you very much, Cathy. Merci beaucoup, Cathy. C'est magnifique d'intervenir après Fiona parce qu'elle a vraiment jeté les bases pour moi. Alors, tout d'abord, c'est un honneur de participer à cette discussion. Je voudrais commencer en disant que la violence fondée sur le genre à l'encontre des femmes est une pandémie. Ce n'est pas une pandémie idée, ce n'est cachée, ce n'est pas une pandémie douce, c'est une pandémie. Point. Alors, ce que le COVID a fait, la COVID a fait, c'est simplement amplifier cette pandémie. Et la violence fondée sur le genre a été la norme, est la norme dans le monde. La violence sexiste. Alors, pour ceux d'entre nous qui sommes vraiment engagés dans l'élimination de la violence dans le monde, nous ne pouvons pas le faire sans prêter attention à la Convention 190 de l'OIT parce que la violence est un indicateur de discrimination et de dévalorisation des femmes. Et lorsque les femmes, où les femmes sont-elles dévalorisées, c'est dans le travail, qu'il s'agisse d'un travail officiel, sur contrat, payé ou non payé. Alors, à moins de... Si nous n'établissons pas des liens entre l'élimination de la violence et la discrimination contre les femmes, nous ne pourrons pas avancer dans l'élimination de la violence tout court et nous n'arriverons pas à résoudre cette pandémie-là. C'est important de reconnaître dans la prévention de la violence l'importance des lieux de travail. Les lieux de travail sont des lieux d'influence. Peu importe le travail que nous abattions, nous ne pouvons pas
rentrer quelque part dans une maison, dans une foyer et commencer à dicter la conduite. Nous ne pouvons pas influencer les choses et protéger les femmes. Par contre, si avec ce traité en particulier, nous arrivons à rentrer sur les lieux de travail, là, il y a un point d'influence sociale, politique et culturelle. Donc, c'est un lieu où, pour les femmes, il y a plus une égalité de conditions de départ pour pouvoir se battre. Alors, cette convention de l'OIT C190 va plus loin, de ce qui existait en termes de dispositions. Elle nous permet de montrer que le travail des femmes, qui est précaire et qui a subi l'impact de la COVID-19 de plein fouet, est directement lié à l'augmentation de la violence. Donc, ce statut précaire est lié à l'augmentation de la violence. Donc, nous devons travailler collectivement avec les syndicats, les organisations qui défendent les droits des travailleurs pour vraiment nous attaquer à la violence de manière plus volontariste et délibérée. Merci beaucoup, Krishanti. Je voudrais insister sur ces liens importants. Il faut relier la violence, la discrimination et la dévalorisation du travail des femmes, alors que ce travail est tellement vital. Et donc, faire ces liens, c'est fondamental pour changer cette dynamique, la dynamique qui est à la base des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et nous sommes très reconnaissants du travail que vous réalisez chaque mois de novembre en mettant en avant, en faisant la lumière sur la violence que les femmes subissent sur les lieux de travail, dans leur foyer. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'interventions dans le chat. Il y a beaucoup de questions sur les stratégies. On a besoin de modèles, de bonnes pratiques pour les conventions collectives. Alors, nous allons encore une fois entendre nos oratrices et puis nous allons pouvoir aborder toutes les questions qui ont été posées dans le chat, les interventions qui ont été posées, qui sont dans le chat. Alors, on va revenir à Fidji pour parler des étapes suivantes. Donc, vous avez la ratification et vous essayez d'assurer la mise en œuvre. Alors, quels sont les défis que vous pouvez prévoir en termes d'application? Donc, ils vont devoir être relevés pour assurer l'application de la Convention 190. Merci, Cathy. Certains des défis que nous prévoyons d'ores et déjà, c'est tout d'abord le retour de flamme de la part des employeurs. Alors, la solution, c'est davantage et de l'aide aussi de la part des gouvernements qui doivent nous aider en subventionnant les changements, les coûts des changements. Dans cette période difficile que nous vivons au milieu de cette pandémie de la COVID-19, alors bien sûr, nous sommes extrêmement préoccupés par les pertes d'emplois et l'exacerbation de la violence et du harcèlement contre les femmes et les filles. Donc, dû à la raréfaction de l'emploi. Alors, une autre préoccupation, bon, bien sûr, la COVID-19, mais à la lumière du jour, amène à la lumière du jour la violence et le harcèlement dont les femmes et les filles sont victimes. Alors, pour le moment, les chiffres nous disent qu'une femme sur 5 a déjà subi du harcèlement sur son lieu de travail. Donc, pour nous, c'est vraiment un problème brûlant à Fidji. Et le défi, c'est la victimisation des femmes et des filles qui osent dénoncer la violence et le harcèlement sur leur lieu de travail. Donc, c'est un des défis que nous prévoyons qui va relever pour assurer l'application de la Convention 190. Voilà, certains des défis
que nous prévoyons et auxquels nous sommes déjà confrontés aujourd'hui. Merci beaucoup. Sylvana, il y a des questions sur la stratégie de l'Union européenne, mais avant de passer à discuter de la stratégie de l'Union européenne, ce qui est vraiment important aussi, donc on a entendu que Krishanti a dit que la violence sexiste est une pandémie en elle-même. Donc, la pandémie de la COVID-19 l'a simplement montré. Alors, pourquoi la ratification de cette convention est-elle tellement importante pour assurer une réaction et une récupération de la pandémie de la COVID-19? Donc, je voudrais commencer par répondre aux personnes qui ont orienté leurs questions sur l'Union européenne. Donc, maintenant, on dit que c'est le Conseil de l'Union européenne qui doit décider et donner une sorte d'autorisation. Mais c'est quelque chose de vraiment nouveau. En fait, l'Italie a déjà ratifié beaucoup de conventions de l'OIT et nous n'avons jamais entendu parler de ça, du feu vert du Conseil. Donc, c'est tout à fait nouveau. Mon opinion personnelle, mais bien sûr, nous devons nous renseigner davantage à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de base juridique réelle qui justifie ça. C'est juste une objection politique qui est soulevée et qui en fait un obstacle. Il y a une personne qui demande si les autres pays de l'Union européenne sont libres de ratifier pleinement la Convention. Oui, bien sûr. Il s'agit de normes internationales, de conventions internationales. Et il s'agit de décisions des parlements nationaux qui sont tout à fait souverains pour décider et pour approuver, pour adopter les lois. Donc, nous sommes tout à fait souverains, nous pouvons décider de manière souveraine, mais ces objections sont soulevées et nous devons être prudents parce que, comme nous le savons très bien, lorsqu'il s'agit de parler de loi, de droit du travail et du droit du travail qui a un impact direct sur les femmes, on peut vraiment, c'est par là qu'on peut vraiment mesurer l'état de la démocratie un peu partout. Donc, nous devons être vigilantes. Alors, je vais aller vite à cause du temps limité. L'autre question qui requiert d'y consacrer du temps, moi je dirais que la COVID-19, la situation de la pandémie a effectivement exacerbé les situations de violence existantes pour de nombreuses raisons. À cause de l'isolement à la maison, les femmes se sont retrouvées obligées à vivre constamment avec des hommes violents, dans une situation de silence forcé. Et pour les femmes en première ligne, il suffit de penser aux infirmières, à toutes les femmes qui travaillent dans les soins de santé. Elles ont été très fortement exposées aux risques. Et aussi, il y a aussi toutes les personnes sans foyer, les sans-abri, les migrants sans papier, les réfugiés qui n'ont que très rarement le droit d'être protégés. Alors, tout cela crée un scénario qui est très préoccupant et qui requiert une action du côté syndical. Et effectivement, nous devons ici jouer un rôle au niveau politique et aussi concrètement dans nos actions quotidiennes. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'établir une liaison entre les syndicats, d'être en lien
entre les syndicats, mais aussi de travailler beaucoup avec les institutions pour pouvoir faire face à ces situations compliquées. Merci. J'adore le lien que tu fais avec la démocratie parce qu'effectivement, on peut le dire, c'est une autre crise à laquelle nous sommes confrontés, pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Et c'est un élément essentiel de reconstruction de la démocratie, cette élimination de la violence. Merci beaucoup de nous avoir donné cet éclaircissement émanant au sujet de la stratégie de l'Union européenne. Alors, n'oubliez pas que, outre le chat, bon, on va revenir vers Milagro, mais n'oubliez pas que, outre le chat, vous pouvez poser vos questions en cliquant sur le bouton Q et R, questions et réponses dans le bas de l'écran. Alors, Milagro, en Uruguay, le mouvement ouvrier, le mouvement syndical a été très loin en matière de négociation collective, convention collective. Vous avez vraiment été des pionnières, des pionniers. Il y a beaucoup de questions pour vous dans le chat. Mais je voudrais savoir si la décision sur la ratification de la Convention a été rendue publique par le gouvernement actuel. Nous avons entendu beaucoup parler de ce fossé entre la rhétorique et ce qui se passe réellement dans les différents pays. Comment est-ce que les gens arrivent à être informés de ces ratifications? Est-ce que cette ratification implique pour leur vie? Quelle est l'étape suivante après la ratification par les gouvernements, les employeurs, les syndicats, toutes les parties prenantes? Milagro. El gobierno no está haciendo le gouvernement ne fait absolument rien. Le nouveau gouvernement se limite à la rhétorique. Son discours, c'est qu'il va mettre en œuvre dans les conventions collectives une clause contre la violence sexiste, mais ça existe déjà depuis 5 ans. Alors, ce qui se passe dans les mouvements syndicaux, c'est que nous donnons comme instruction aux négociateurs, négociatrices qui se trouvent autour des tables de négociation. Nous leur demandons de nous tenir informés sur l'inclusion des clauses contre la violence sexiste dans les conventions collectives et de nous informer de toutes les références à la Convention 190 et à la recommandation 206. Et nous leur demandons aussi de nous informer de tous les abus, toute la violence. Et donc, c'est le mouvement syndical qui fait une campagne d'information à travers son secrétariat. Donc, aujourd'hui, nous travaillons de manière virtuelle, bien sûr, à cause de la pandémie, mais nous faisons des formations dans tout le pays et nous informons nos camarades qui sont en première ligne de la négociation collective, de la nécessité de protéger les femmes contre la violence sexiste, le harcèlement sur le lieu de travail. Et donc, nous arrangeons pour qu'il y ait des clauses concrètes dans chaque convention. Alors, dans chaque secteur, ces conventions sont différentes. Dans chaque branche, en fonction du pouvoir de négociation que nous avons, ces clauses peuvent être plus ou moins importantes. Mais le gouvernement a parlé un seul jour de la convention C190 lorsqu'elle a été ratifiée par le Parlement. Et puis, on n'a plus rien dit à ce sujet. On n'a plus rien dit. Nous, par contre, le mouvement syndical uruguayen, nous réalisons une campagne contre la violence sexiste, mais le gouvernement reste absolument passif, ne fait absolument rien. Autre chose? Merci, Milagro. Merci, Maria del Milagro. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, très bien. Et je voulais dire que l'Uruguay est un exemple de meilleures pratiques et des défis que nous devons relever lorsque les gouvernements n'en ont cure et ils ne font que mentionner la convention et puis passent à autre chose, comme si ce n'était pas un élément essentiel de la réaction aussi à la pandémie de la COVID-19 et à toutes les autres crises auxquelles les pays sont confrontés. Donc, merci beaucoup et félicitations pour la réactivité, le volontarisme de votre mouvement syndical. Alors, Fiona, je veux aussi te redonner la parole. Je rappelle
À Milagro, il y a beaucoup de demandes. Il y a nos sœurs du Canada qui veulent aussi en savoir plus. Mais Fiona, on retourne au Zimbabwe. Je pense que vous avez commencé à en discuter au Zimbabwe. Donc, vous avez une longue histoire d'organisation de l'économie informelle. Alors, quels sont les facteurs déterminants de la violence sexiste, du harcèlement sexiste au Zimbabwe et comment faites-vous pour vous attaquer à ces causes? Merci beaucoup. Certains de ces moteurs, en fait, je dirais qu'il y a la question du pouvoir. Les personnes qui ont un certain pouvoir économique, social ou même politique sont des personnes qui vont plus facilement violer les droits d'autres personnes. Nous avons vu certains incidents avec des autorités qui ont été accusées de ce type de comportement, et ceci en particulier pour les travailleurs du secteur informel. Donc, des personnes qui, la plupart du temps, travaillent dans des espaces ouverts. Et là, ils se posent des problèmes parce que leurs droits ne sont même pas du tout tenus en compte. Et donc, ils peuvent faire l'objet de harcèlement. Parfois, on leur demande de partir de l'endroit où où elles travaillent, en particulier dans le cadre de la COVID-19. Ce sont des personnes qui sont vraiment été chassées des endroits où elles où ils travaillaient. Et, et donc, ça, c'est quelque part une violence économique. Et la police utilise son pouvoir, son autorité pour battre parfois ces travailleurs informels. Au lieu de parler avec eux, ils les chassent, ils les poursuivent, ils les battent. Donc, c'est vraiment un problème de pouvoir et c'est un problème d'abus de pouvoir. Et quelquefois, certaines personnes qui sont en situation de pauvreté sont soumises à des pressions extrêmes. Par exemple, sur le lieu de travail, un employeur qui va vous menacer de licenciement. Et donc, il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi, qui vont accepter certaines choses. Et certains vont supporter certaines choses parce qu'ils veulent assurer qu'il n'y ait pas de problème au niveau familial. Et puis, il y a également le problème de la patriarchie aussi. Donc, finalement, il y a tout un ensemble de raisons qui interviennent ici. Merci beaucoup. Il est très important de tenir compte de tout ce spectre de raisons. Et depuis des années, en fait, comme Krishanti nous l'a dit, il y a le fait très souvent que le travail a été sous-évalué et le fait qu'il n'y avait pas de protection et que les personnes ne pouvaient même pas parler à voix haute, il n'y avait pas de cadre juridique. Et donc, c'est vraiment une étape tout à fait fondamentale que de traiter de ce genre de questions. Alors, je voudrais redonner la parole à Krishanti. Et donc, il y a eu pas mal de questions qui ont été transmises. Donc, Krishanti, pourriez-vous nous donner quelques exemples de la façon dont votre organisation, qui a son siège aux États-Unis, mais qui travaille dans les différents pays, travaille en partenariat avec les syndicats? Donc, comment essayez-vous d'établir ce type d'alliance? Et ce n'est pas uniquement avec le mouvement du secteur du travail, c'est vraiment un mouvement qui couvre d'autres dimensions. Krishanti, vous avez la parole. Merci. Je crois que c'est important de reconnaître qu'au niveau officiel, au niveau mondial, la violence contre les femmes en tant que violation des droits de l'homme est reconnue seulement depuis 1993. Donc, la Convention C90 nous sert quelque part de propulseur pour que les mouvements puissent véritablement agir. Donc, il y a des actions collectives qui peuvent traiter de différentes questions, qui peuvent intervenir à différents niveaux également pour vraiment s'attaquer à ce problème. Alors, je voudrais parler de 3 domaines à l'aide d'exemples. Tout d'abord, je voudrais remercier Cathy parce que vous et Chiti, vous avez vraiment été source d'inspiration parce que je vous ai rencontré 2 mois après que je commence à travailler pour cette organisation et j'ai vraiment eu le sentiment au travers de nos entretiens que vraiment il est possible sur le plan mondial de faire la différence
Et nous pouvons essayer de travailler tous ensemble, même si nous sommes des mouvements séparés, pour lutter contre ces problèmes. Donc, nous travaillons au niveau des Nations Unies. Nous avons un travail de plaidoyer international. Et une des choses que nous avons faites, c'est travailler avec le rapporteur spécial sur les différentes formes de violence pour parler justement de la question du genre, du rôle du genre par rapport à la forme actuelle que revêt l'esclavage, par exemple. Et nous avons travaillé avec la Fédération des travailleurs domestiques, par exemple, dans le cadre d'une table ronde, et le rapporteur spécial a présenté ensuite un rapport à l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis, une autre chose que nous avons faite, c'est le 30 mars, lorsque le confinement a commencé. Donc, nous avons lancé notre première réunion des Nations unies. Il y avait le rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes et il y a un rapport qui a été publié par la suite. Et essentiellement, il a traité du problème des violences au niveau des journalistes. Et donc, nous avons lancé une campagne avec nos partenaires qui est active dans différents pays. Nous couvrons plus de 6 000 organisations. Ce faisant, et essentiellement, nous avons fait deux choses. Tout d'abord, en tant qu'institution, nous avons essentiellement travaillé sur l'éradication de la violence dans le monde du travail et nous avons essayé d'articuler ceci avec d'autres choses. Donc, nous avons travaillé sur la discrimination et le harcèlement dans le monde du travail. Donc, nous avons essayé de couvrir différents aspects. Et donc, cette campagne qui durait 60 jours nous a permis de travailler avec nos partenaires. Nous avons commencé déjà en 2017. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il fallait d'abord travailler sur la question de l'éradication du harcèlement sur le lieu de travail. Et puis, au cours de ces 3 dernières années, de 2018 à 2020, nous avons d'abord travaillé sur la ratification, puis la mise en œuvre de la ratification au niveau national. Et puis, l'an dernier, nous nous sommes penchés sur les travailleurs informels, donc le problème de violence et de harcèlement dans les espaces ouverts à l'égard des travailleurs du secteur informel. Nous avons travaillé sur 6 secteurs. Il y a énormément de femmes qui travaillent dans le secteur informel et bien entendu, il y a eu un impact suite à la COVID, plus de violence, plus de harcèlement dans ces espaces publics. Et il y a également la question de la violence économique dont ont souffert ces personnes parce qu'elles ne pouvaient pas travailler. Et puis, le dernier point que je voulais mentionner par rapport au travail que nous pouvons faire, c'est de s'attaquer au problème du harcèlement dans la sphère publique. Donc, en décembre dernier, dans 9 pays, de 4 régions différentes, il y avait des femmes du secteur informel qui se sont rencontrées et elles ont ainsi mis sur pied des indicateurs sur les problèmes de la violence dans les espaces publics. Et nous avons d'ailleurs encore une session la semaine prochaine qui est prévue pour travailler sur cette question. Parce que très souvent, les indicateurs sont mis au point par des experts dans un bureau quelque part au niveau mondial. Ce que nous voulions faire, c'est pouvoir entendre la voix des travailleurs et des travailleuses pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire que de travailler dans la sphère publique, dans un milieu public en tant que travailleur, pour que ce soit quelque chose qui a un impact véritable au niveau local. Alors, une des questions dont on n'a pas parlé, parce que on a parlé de la ratification au niveau national, ça c'est tout à fait fondamental, d'accord, mais il y a également les ordonnances ou la législation au niveau local qui sont importants si on veut avoir une approche ascendance. Alors, les États-Unis ne ratifient que rarement les accords internationaux. Ils n'ont pas ratifié le traité international au sujet de l'élimination des différentes formes de discrimination à l'égard des femmes. Voilà, donc c'est ce qui se passe parfois dans des pays industrialisés. Mais il y a 25 ans, à San Francisco, il y a eu une stratégie ascendante qui a été mise en œuvre pour adopter une législation sur la discrimination à l'égard des femmes au niveau local. Et donc, quelque part, on déplace l'action
pour pouvoir faire quelque chose. Donc, à ce moment-là, on a travaillé avec les syndicats de l'époque et nous avons maintenant pas mal de villes aux États-Unis qui cherchent à mettre en œuvre cette convention également. Et ce que nous espérons, c'est pouvoir par la même occasion intégrer la convention C90 dans les entretiens que nous aurons, dans la stratégie que nous développerons pour que les villes puissent véritablement intégrer également cette convention C90, 190. Kind of to mention Et nous that pensons que c'est là une dimension importante également. Donc, les organisations des femmes, les mouvements ne peuvent pas travailler de manière isolée et les syndicats non plus ne peuvent pas travailler de manière isolée. Et si nous voulons vraiment assurer qu'il y ait une véritable reprise, il est très important que nous travaillions tous ensemble. Et ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas une idée en l'air, c'est vraiment un besoin. Il faut que nous ayons des liens très solide entre les organisations des droits des femmes et les organisations syndicales. Merci beaucoup, Krishanti. Effectivement, si nous voulons avoir une reprise, si nous voulons revenir à la normalité, il faut que nous travaillions de la sorte. Donc, merci beaucoup pour ces différents commentaires. Alors, nous avons également une intervention de Angélica Ordóñez du comité des femmes du syndicat, d'un syndicat équatorien. Mais je voudrais souligner un point qui a été mentionné par Krishanti avant de vous donner la parole, à savoir que aujourd'hui, nous parlons de la ratification au niveau national. Le gouvernement américain, ce n'est peut-être pas la bonne stratégie, comme on l'a dit. On n'a pas ratifié grand-chose finalement. Et ce qui est clair, et c'est ce que nous avons constaté avec la Convention 189, c'est que les États-Unis, comme l'a dit Krishanti au travers de son exemple, c'est qu'il faut essayer de travailler peut-être à d'autres niveaux. Et nous pouvons peut-être nous inspirer des luttes au niveau national, voir ce qui se passe aussi au niveau local pour pouvoir par la suite utiliser tout ceci au niveau des États ou à différents niveaux. Voilà, Angélica, je suis heureuse de t'accueillir. Donc, tu viens d'Équateur, donc nous voudrions en savoir plus sur ton expérience au sujet de cette fameuse convention 190. Merci beaucoup, Cathy. Merci beaucoup de me donner la parole à l'occasion de cette rencontre. Nous sommes confrontés à des défis parce que le 17 janvier, notre Assemblée nationale a ratifié à l'unanimité la Convention 190 en Équateur. Et cette ratification ne nous a pas surpris. Nous faisons partie du Comité international des femmes du secteur public. Et donc, cela fait plus d'un an que nous demandions cette ratification. Et depuis le mois d'août 2020, notre délégué a rencontré différentes organisations, des syndicats, des représentants d'assemblées, etc., pour mener à bien des activités de lobbying pour ratifier cette convention. Nous avons également utilisé les moyens sociaux, comme par exemple Twitter, pour nous faire entendre et pour demander que cette ratification se fasse. Et ce n'est pas un point final, c'est un véritable voyage que nous avons entrepris. Et en Équateur, nous avons donc eu cette ratification, mais nous savons que ce n'est qu'un point de départ. Nous attendons toujours de voir ce qu'il en est du document officiel qui doit être envoyé à la Conférence internationale du travail. Et nous voulons que le ministère des Affaires étrangères fasse dès que possible le nécessaire sur ce plan. Alors, bien entendu, nous sommes dans une situation d'instabilité politique. Il y a également les élections à venir. Et après l'envoi de ce document à la Conférence internationale du travail, nous devons attendre 12 mois pour une pleine applicabilité dans notre pays. Et nous voulons que cette ratification conduise en fait à l'intégration des éléments de la Convention déjà directement dans tous les accords. Il faut que nous soyons unis en tant que travailleurs et que nous demandions la mise en œuvre de cette Convention. Et au niveau des syndicats, nous devons également établir des protocoles qui sont issus des définitions des normes de la Convention 190
mais nos syndicats devront également lutter pour protéger tous les travailleurs, quelles que soient leurs conditions contractuelles, pour qu'ils puissent travailler dans un monde libre de violence et d'harcèlement. Et puis, nous voulons également continuer notre révolution de transformation pour que nous ayons des relations sur un pied d'égalité qui se basent sur la justice et l'éthique partout. En Équateur, la Convention est en concurrence avec d'autres initiatives nationales qui cherchent également à prévenir la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, mais malheureusement, ces protocoles nationaux ne reprennent pas certaines des normes de la Convention. Il y a une réunion, par exemple, de réconciliation qui est demandée avec l'auteur de l'acte qui est demandé. Et nous avons également aussi des fonctionnaires des ministères qui ne sont pas familiarisés avec toute la question du genre et ils ne savent pas exactement ce que cela veut dire. Donc, nous n'avons pas toujours les institutions ou les fonctionnaires nécessaires pour pouvoir véritablement mettre en œuvre dans une approche du genre, dans une approche des droits de l'homme. Et donc, cette convention prendra des années de dur labeur pour pouvoir être concrétisée au niveau national. Notre organisation syndicale doit être vigilante, doit travailler sans relâche pour assurer que nous pouvons effectivement réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention et pour avoir partagé votre expérience en Équateur. Nous avons des expériences communes. Donc là, même où il y a des processus de ratification en cours, très souvent, il y a encore un manque, encore un long pas à faire pour arriver à la mise en œuvre efficace. Donc, c'est une stratégie à long terme. Nous savons en tant que mouvement que changer les choses, ça prend du temps. Alors, pour ce qui est des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à adresser des questions aux membres du panel. Je crois que nous avons traité de la question qui traite de l'Union européenne, la question de Silvana. Autrement, il y a une question de la France et du Sénégal au sujet du fait que beaucoup de pays ont parlé de la ratification, mais où cela a-t-il conduit à des changements de la législation? Y avait-il déjà certains éléments législatifs qui traitaient du harcèlement domestique? Donc, nous avons les organisations de la société civile qui ont travaillé sur ceci et dans quelle mesure est-ce que tout ceci peut servir de base pour passer ensuite à la ratification de la Convention 190. Il y a eu par exemple référence à la CCNE au Sénégal. Alors, il y a des choses qui facilitent ce processus. C'est une question que l'on peut poser. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre aux différents points qui ont été soulevés. Et je crois qu'en tant que mouvement, nous avons différentes questions à nous poser. Par exemple, que faisons-nous en tant que mouvement pour traiter de ce genre de questions dans nos propres structures, structures qui sont souvent dominées par les hommes? Donc, comment faisons-nous pour que ces engagements de la Convention se traduisent dans nos propres structures pour que ça fasse partie de notre propre transformation en tant que mouvement? Donc, voilà, on peut commencer par ces questions. Et s'il y a d'autres questions par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, Sylvana? Oui, merci beaucoup. J'ai déjà dit quelle était mon opinion auparavant, mais je crois qu'en tant que mouvement, nous avons beaucoup de choses à faire sur le plan interne et sur le plan externement, mais peut-être que le mot n'est pas le mieux choisi. Mais il est clair que lorsque l'on parle de la violence, c'est un thème très vaste. Il y a différents postes auxquels il est difficile d'avoir accès en tant que femme. Toute la question du leadership pour les femmes également au niveau syndical. Il faut que nous ayons une meilleure représentation des femmes et que l'on puisse plus facilement aborder les problèmes, les questions, les besoins. Donc, il y a un problème de représentation et l'expérience
nous a démontré que les règlements intérieurs sont extrêmement importants sur ce plan pour lutter contre la discrimination. Donc, il s'agit d'avoir vraiment des règles pour lutter contre la discrimination. C'est vraiment un outil pour lutter contre la violence. Ensuite, nous avons la question de la pratique, pratique sur le plan des négociations, par exemple. Et ceci est également lié à toute la question de l'organisation. C'est un point qui a déjà été soulevé lorsqu'on parlait du lien entre la prévention et ensuite le fait que l'on doit renforcer l'organisation au niveau des travailleurs. Alors, nous, en raison de notre mandat, nous interprétons également les besoins de nos membres. Et donc, nous avons la question de la représentation et tout ce que nous pouvons faire en tant qu'organe représentatif. Et je crois qu'il y a pas mal d'exemples. En Italie, nous avons des exemples du secteur privé, mais également du secteur public. Nous avons les syndicats et les différentes associations qui travaillent ensemble, en particulier sur la question de la violence et sur différents types de harcèlement ou de discrimination. Donc, il faut que nous élargissions quelque part le cadre des négociations pour que l'on puisse en même temps assurer une meilleure représentation et mieux reconnaître la protection de certains droits spécifiques des femmes, surtout des femmes sur le lieu de travail. Donc, pas uniquement, mais surtout. Merci. Je sais que maintenant, il ne nous reste plus que 10 minutes, mais je voudrais revenir encore une fois vers les panélistes. À Fidji, par exemple, est-ce que vous avez des lois existantes contre la violence domestique, par exemple, qui facilitent la ratification? Et est-ce que au sein du mouvement ouvrier, mouvement syndical à Fidji, ça a contribué à créer plus d'espace pour discuter de la violence sexiste dans notre propre mouvement? Merci, Cathy. Oui, nous avons la loi sur la violence domestique à Fidji. Nous avons aussi la loi sur les relations d'emploi qui s'occupe aussi de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, mais pas seulement. Et nous regardons les amendements à la loi sur les relations d'emploi, les relations contractuelles, pour essayer de faire en sorte que cette loi soit en conformité avec les dispositions de la Convention 190. Je crois que le travail commence vraiment au niveau de la base du mouvement syndical. Nous devons vraiment éduquer, conscientiser les membres par rapport à l'importance de cette convention. Donc, nous réalisons des campagnes de sensibilisation. Alors, notre congrès syndical fidjien est l'organisation fêtière, mais nous travaillons aussi au niveau de nos organisations membres et les organisations membres à leur tour éduquent, sensibilisent leurs membres. Moi, je travaille pour l'Union nationale des travailleurs, une organisation affiliée à la FTUC. Et il y a 2 mois, une des membres est venue au secrétariat pour me dire qu'elle avait été harcelée par un de ses supérieurs. Elle n'avait pas le courage de soulever le problème avec un de ses chefs et donc devant un de ses chefs, donc elle est directement venue me voir. Et elle voulait simplement quitter son emploi et je lui ai dit, écoute, je vais envoyer un courrier électronique à ton supérieur et que lui dire que ce n'est pas acceptable. Je l'ai fait. J'ai reçu une réponse positive de la part de la direction me disant
qu'ils allaient se pencher sur la question, qu'ils n'acceptaient aucune forme d'intimidation, de harcèlement sur le lieu de travail. Et ils ont, sur l'intercom de la société, ils ont envoyé un message répétitif disant que la direction n'allait absolument pas accepter aucune forme d'intimidation, de violence sexuelle ou de harcèlement sur le lieu de travail. Et ça a duré comme ça pendant une semaine. Et donc, la personne qui était venue me voir m'a dit qu'effectivement, ça allait mieux, qu'elle sentait que ça avait un effet. Donc, c'est vraiment en tant que mouvement, notre responsabilité, c'est d'éduquer nos organisations membres et à leur tour, ces organisations doivent éduquer leurs membres. J'espère que nous allons pouvoir créer un espace de travail sûr pour les femmes et les aider ainsi à atteindre des objectifs plus élevés dans leur carrière. Effectivement, il s'agit d'éducation, sensibilisation. Maintenant, nous sommes dans les dernières minutes, chères sœurs, Fiona, Milagro et ensuite Kashanti. Pour conclure, nous avons quelques minutes pour une dernière contribution sur les lois existantes, les problèmes du mouvement ouvrier pour créer les fondations de ce travail et transformer nos structures. C'est une question qu'une personne a posée sur ce que nous pouvons faire en tant que syndicat. Nous devons être à la pointe de cette lutte. Nous devons éduquer, sensibiliser nos travailleurs. Nous devons aussi participer aux groupes de pression qui font pression pour des politiques sur le lieu de travail qui protègent les travailleuses contre la violence et le harcèlement. Et nous devons participer à la formulation des politiques, mais aussi suivre de très près la mise en œuvre, l'application de ces politiques. Nous devons aussi utiliser la plateforme de dialogue social pour qu'au niveau national, nous puissions influencer, générer, favoriser des changements politiques au niveau national. Et nous devons aussi être à la pointe de la surveillance des abus. Nous devons encourager les dénonciations et nous devons aussi les encourager à s'adresser à des professionnels qui peuvent les conseiller. Et si nous engageons les hommes, si nous les sensibilisons, nous pouvons certainement aller mieux et finalement avoir des défenseurs, des personnes, des hommes qui vont s'exprimer en faveur de la non-violence et qui vont s'ériger contre la violence sexuelle. Et ça peut vraiment aider à diffuser le mot d'ordre et à faire en sorte que ça devienne une réalité généralisée. J'adore ça, les hommes qui deviennent les défenseurs des femmes, les protecteurs des femmes. Nous ne pouvons pas nous attaquer à ces rapports de force déséquilibrés si nous n'incluons pas nos frères et alliés. Milagro, le dernier point. On n'entend presque pas Milagro. En tant que responsable, moi je dis que la majeure partie de nos camarades, les femmes, très souvent n'ont pas eu la possibilité d'arriver à des postes qui leur permettent de faire entendre leur voix. Donc je pense que la responsabilité des dirigeantes syndicales est d'aujourd'hui de faire entendre leur voix et d'éliminer le machisme dans le mouvement syndical. Nous devons travailler avec nos compagnons masculins, nos camarades masculins et pas contre eux. Nous devons vraiment travailler pour qu'il y ait une plus grande participation des femmes dans les lieux de décision, dans les lieux de négociation et de représentation dans tous les domaines. Mais nous devons travailler aussi avec les hommes pour qu'ils comprennent bien ce qu'est la violence et ce que ça veut dire le langage inclusif et le langage machiste. Parce que
Très souvent, ils ne s'identifient pas, ils ne comprennent pas la sensibilité des femmes. Donc, je crois que c'est vraiment un travail conjoint, c'est la responsabilité aussi bien des hommes que des femmes d'éliminer le machisme, la discrimination et la violence sexiste. Donc, je pense que nous avons besoin d'un système éducatif, syndical et un travail de transformation tant des hommes que des femmes. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'avoir partagé le panel avec autant de femmes fantastiques. Merci Milagro, j'adore. Plus de femmes dans la prise de décision, dans les positions, dans les postes à responsabilité, les postes de négociation, bien sûr. Nous avons besoin d'éducation, d'éducation et encore d'éducation. Nous devons éduquer, sensibiliser nos membres, nos frères. Krishanti, dernier commentaire. Lorsque nous réfléchissons à l'égalité, même dans le monde du travail, c'est important. Bon, maintenant, nous parlons de l'élimination de la violence sexiste. Et c'est aussi lié à la protection des droits reproductifs des femmes. Le travail est lié de manière inextricable à la sécurité et à l'accès aux droits sexuels et reproductifs. Donc, si nous voyons ce cadre, nous devons vraiment avoir une approche holistique vis-à-vis du travail des femmes et le cadre qui nous permet de le faire, c'est le cadre des droits humains. Et ce cadre des droits humains, et il y a une conversation en cours, il y a des discussions qui visent à relier ce qui se passe dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical, à ce qui se passe au sein du mouvement des droits humains. Il y a des exemples et il y a du travail qui est en cours et nous devons y prêter attention. Alors, le rapporteur spécial sur la violence contre les femmes a publié beaucoup de rapports sur comment mettre fin à la violence contre les femmes en politique, comment résoudre le problème de la violence en ligne, comment résoudre le problème de la violence contre les femmes journalistes. Et je pense que ce travail doit être lié au travail du mouvement ouvrier. Et au niveau national, lorsque nous ratifions les conventions de l'OIT, il y a un travail très approfondi et très complet qui est réalisé. Je crois que les recommandations existantes doivent être mises en œuvre et bien sûr la convention. Parce que c'est un cadre pour la discussion sur l'égalité et la non-discrimination. Alors, pendant notre campagne de 60 jours, nous travaillons du 25 novembre au 10 décembre. Ce sont les 16 jours pendant lesquels nous essayons d'amplifier le travail pour l'élimination de la violence sexiste et du harcèlement à l'encontre des femmes. Mais le travail ne peut pas se concentrer uniquement sur ces 16 jours. Il doit se dérouler pendant 365 jours, toute l'année. Lorsque nous parlons d'élargir notre réseau, d'augmenter notre base de soutien, il est très important que nous soyons conscients de l'importance de la sensibilisation et de la reddition de comptes. Nous n'allons pas pouvoir éliminer la violence sexiste dans le monde du travail sans une sensibilité au rapport avec la reddition de comptes, la nécessité d'exiger une reddition de comptes. Merci à toutes. C'est un très bon début de journée pour moi de vous avoir entendu. Je sais que pour bon nombre d'entre vous, c'est l'après-midi. Mais en tout cas, je veux vous remercier. Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé, toutes les personnes qui se sont exprimées dans le chat. C'est fantastique tout ce que vous faites. En ce temps de crise, vous avez prouvé le pouvoir de l'organisation, de la construction de ponts entre tous les mouvements de femmes féministes, des droits humains, syndicaux. Et nous avons fait un premier pas vers la victoire, vers la construction de ce cadre législatif. Et nous continuons maintenant à renforcer le pouvoir des femmes dans nos communautés et dans nos lieux de travail pour que nos gouvernements, les employeurs et nos propres mouvements doivent rendre des comptes par rapport à l'élimination de la violence sexiste dans nos communautés et sur les lieux de travail, dans le monde du travail. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Continuez à le faire. Continuez à vous mobiliser et je vous encourage à vérifier les ressources qui existent sur le site web de la CSI.
We're all going to be going back to some of the panelists to get your best Nous practices. reviendrons vers certains des panélistes pour que vous partagez avec nous vos meilleures pratiques, les formulations que vous avez utilisées dans vos conventions collectives et d'autres choses. Merci beaucoup. Passez une journée fantastique et je suis impatiente de continuer le travail avec vous pour éliminer la violence sexiste dans le monde du travail. Merci beaucoup. Au revoir.